Ah, vous êtes là? Je vous avais pas vu? Ah non, ça fait un petit moment qu'on se connaît, vous venez souvent ici, tout ça. Attendez 2 secondes. Quoi, moi, fan de Retour vers le futur? Je sais pas ce qui vous fait dire ça, hein. Ouais, bon, un petit peu fan quand même. Mais, d'ailleurs, vu que vous êtes là, vous connaissez l'histoire de Retour vers le futur? Non, non de Zeus. Installez-vous, je vais vous la raconter. Parce que j'ai deux, trois trucs à ranger en fait. Je sais pas qui c'est qui a foutu un bordel comme ça. Bon, bref, vous allez rester un petit peu plus longtemps que d'habitude avec moi. Non de Zeus, Retour vers le futur. Nom de Zeus! Parlons tout d'abord de ce génie, que dis-je, du réalisateur de Retour vers le futur, Robert Zemeckis. Robert Zemeckis est né en 1951. Il étudie dans l'université de l'Illinois, où en 1973, il sort diplômé d'une licence de cinéma. Au cours de ses études, il réalise et produit un court-métrage, The Field of Honor, qui obtient l'Oscar du meilleur film étudiant, et beaucoup de récompenses à travers le monde. En 1968, grâce au soutien d'un certain Steven Spielberg, avec qui il coécrira 1941 et deviendra un de ses proches, il réalise le film The Crazy Days sur la première tournée des Beatles. Par la suite, il réalisera La Grosse Magouille. Mais c'est en 1984 qu'il réalisera son premier grand succès public, qui est À la poursuite du diamant vert, avec Michael Douglas, qui c'est un des premiers gros films d'aventure, juste avant Indiana Jones. Dès lors, Robert Zemeckis a cumulé succès, mariant souvent le cinéma de divertissement avec le cinéma fantastique. On pense tout d'abord à cette magnifique saga culte, ce chef-d'œuvre, faut lui dire Retour vers le futur, dont on va parler aujourd'hui. On pense aussi à La mort vous va si bien, Apparence, à Contact. Il passe aussi dans un cinéma plus humaniste, avec Forrest Gump et Seul au monde. Réalisateur, scénariste et producteur, Robert Zemeckis est toujours en avant-garde sur son art, notamment grâce à son apport au cinéma d'animation. En 1987, il réalise Qui veut la peau de Roger Rabbit, mêlant prise de vue réelle et cinéma d'animation. Il est aussi pionnier de la motion capture, grâce au Pôle Express avec Tom Hanks, où il est pionnier, il est premier à utiliser la motion capture pour faire un film en entier. Il réitère plusieurs fois l'expérience, notamment avec La légende de Beowulf, avec Angelina Jolie, et Le drôle de Noël de Scrooge, avec Jim Carrey. Mais ce qui nous intéresse, c'est le voyage dans le temps, et c'est là que je vais commencer à raconter l'histoire. Bob Gale eut l'idée de ce film-là 5 ans plus tôt, en allant voir ses parents dans le Michigan. Il tombe sur un album de lycée de son père, où il s'aperçoit que son père était chef de classe. Il se dit, à ce moment-là, est-ce qu'il aurait pu être ami avec son père à cette époque-là? C'est là germe l'idée de Retour vers le futur. De retour à Los Angeles, il va voir son ami Robert Zemeckis, on vient juste d'en parler, qui lui raconte l'histoire, et lui se souvient que sa mère lui disait souvent qu'elle n'avait jamais embrassé un garçon à la fac alors que c'était une fille facile. C'est de là qu'il crée le premier scénario de Retour vers le futur. Zemeckis et Gale écrivent le premier jet du scénario. Au départ, le scénario se passe normalement en 1952 parce qu'ils considéraient que les enfants et les parents avaient à peu près le même âge à cette époque-là. Ils proposent ensuite le scénario à plusieurs gros studios d'Hollywood qui, même plusieurs fois les mêmes, rejette le scénario après plusieurs réécritures. Parce que les gros studios d'Hollywood ne le considéraient pas assez osé, comme Ça chauffe au lycée Richmond ou Porky's. Par contradiction, ils trouvaient Retour vers le futur un peu trop lisse. Ironiquement, Bob Gale et Robert Zemeckis ont proposé le scénario à Disney, qui trouvait ça un petit peu trop osé, parce que la mère de Marty McFly tombe amoureux de son fils dedans. Après plus de 40 refus, le scénario fut tombé entre les mains de Universal Studios, qui finalement décide de le produire. Maintenant, je pense que beaucoup de studios s'en mordent les doigts. Le premier jet du scénario change un petit peu du scénario du film qu'on connaît maintenant. Par exemple, le présent n'est pas en 1985, mais en 1982. Hill Valley s'appelle pas Hill Valley, elle s'appelle Petite Ville dans le Midwest. Le Doc Brown s'appelle Professeur Brown et a un chimpanzé qui s'appelle Shrimp en guise d'animal de compagnie, au lieu d'un chien qui s'appelle Einstein. Marty McFly pirate des vidéos pour devenir une célèbre star du rock avec le Professeur Brown, sauf que Universal ne voulait pas montrer comment on pirate des vidéos dans son film. Quand Marty McFly revient en 1982, son père est devenu boxeur et non un célèbre grand écrivain. D'ailleurs, dans ce même scénario, la première version de la machine à voyager dans le temps était un réfrigérateur, mais l'idée fut vite abandonnée, par peur que les enfants s'enferment dedans. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, quand on met un réfrigérateur
À la décharge, la porte est enlevée justement pour éviter ce risque d'accident. Par pure coïncidence, la machine à voyager dans le temps que fut utilisée dans le film est faite du même acier inoxydable que les réfrigérateurs à l'époque. Dans le scénario original, Marty McFly devait revenir justement en 1982 dans une explosion nucléaire au Nevada. Sauf que l'équipe revoyait sa copie parce qu'ils trouvaient qu'aller au Nevada à l'époque était trop cher. Cette idée-là fut reprise exactement pour un magnifique film, un truc que je sais pas si vous connaissez vraiment. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Justement, quand Indiana Jones s'échappe d'une explosion nucléaire enfermée dans un réfrigérateur. Bah ça, c'est clairement un clin d'œil à Retour vers le futur. Attendez, c'est l'heure de mon programme préféré. Je vous laisse regarder avec moi du coup, hein. Mais dis donc Rémi, c'est bien beau tout ça, tous les réfrigérateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé vraiment comme machine à voyager dans le temps? Eh ben mon petit Fred, ils ont utilisé ce qu'on appelle une DeLorean. Et vous allez dire pourquoi, grâce à cause de quoi? Bah grâce à cette scène-là. Tout commença avec un certain John DeLorean. En tant que jeune chef de division de General Motors, il décide de quitter son poste de chef de division pour réaliser son rêve, créer une voiture de sport. C'est à ce moment-là qu'il design et qu'il crée la DeLorean DMC-12. Jamy, dis-moi, pourquoi tout le monde parle de DeLorean alors qu'on voit plus aucune de leurs voitures dans les rues? Mais malheureusement pour notre Johnny National, la DeLorean ne rentre pas dans ses frais à cause de la chaîne de production qui était très longue et des fortes modifications de la voiture tout le temps. Et surtout à cause de son moteur. Son moteur qui passa de 0 à 60 km/h en moins 10 secondes. Il faisait max 130 km/h, ce qui était en dessous des voitures de sport de l'époque. En 1981, un certain Robert Zemeckis et Bob Gale écrivent leur nouveau film Retour vers le futur et utilisent jusque-là un réfrigérateur modifié pour voyager dans le temps. Mais en 1984, ce fut changé pour ce qu'on appelle maintenant la DeLorean DMC-12. Mais grâce à ce film-là, la compagnie DeLorean Motors Company renaît de ses cendres. L'un des dirigeants d'Universal, Sidney Sheinberg, suggéra quelques changements sur le script original, notamment la mère de Marty McFly, qui au départ s'appelait Meg, changea de nom pour Lorraine, par rapport au nom de la femme de Sheinberg qui était Lorraine Gary. Il changea aussi le nom du prof Brown, passant de professeur Brown à Doc Brown. Aussi, changea le nom de l'animal de compagnie, qui au départ était un singe, comme je vous l'ai dit, à un chien de compagnie. Mais il voulait aussi changer le nom du film, qui est plus mal passé, par rapport à Spaceman from Pluto, par rapport à cette scène du film. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. En passant de je suis Dark Vador de la planète Vulcain à je suis Dark Vador de la planète Pluto. Habillant aussi Marty McFly en alien pour que George McFly se remette avec Lorraine McFly. Il voulait aussi changer le nom du film, pensant pertinemment que Future ne marcherait pas à ce moment-là. Donc, il voulait l'appeler Spaceman from Pluto par rapport aux comics que le jeune fermier tient quand Marty McFly arrive dans le passé. Mais ça ne plaisa pas à Robert Zemeckis qui en parla à Steven Spielberg, envoyait directement un mémo à Sidney Sheinberg pensant que c'était une mauvaise blague le changement de titre du film et mettant Sidney Sheinberg dans un mauvais état, l'embarrassant et restant finalement sur Retour vers le futur. Parlons du tournage et quel tournage, hein. Michael J. Fox était le choix principal de Robert Zemeckis et Bob Gale pour incarner Marty McFly. Il joue au même moment dans la sitcom Sacrée Famille. Le producteur David Gary Goldberg voulait pas qu'il rejoigne le casting de Retour vers le futur, justement parce que Meredith Baxter venait d'avoir un enfant et était en congé maternité. Du coup, Robert Zemeckis et Bob Gale se tourna vers Eric Stoltz, qu'il avait vu dans Mask. Et vu la complexité du casting, le tournage fut repoussé à 2 reprises
et pour que finalement ce soit Salt Erickson soit pris dans le rôle de Marty McFly. Vous savez qu'il y a certains acteurs qui ont passé le casting pour jouer le rôle de Marty McFly. Après, ils sont pas très connus, ils ont pas une grosse carrière maintenant. Je sais pas si vous connaissez Johnny Depp. Oui, Johnny Depp a passé le casting pour jouer Marty McFly dans Retour vers le futur. Charlie Sheen, de Mon oncle Charlie, a passé aussi le casting. Et plus étonnant encore, Crispin Glover. En fait, Crispin Glover s'est présenté au départ pour jouer Marty McFly. Mais il a aussi auditionné pour George McFly et fut retenu au final pour le casting du père, George McFly. Le tournage se déroula sans problème dans les studios d'Universal à Los Angeles. Cependant, début février, Neil Compton, Robert Zemeckis et Bob Gale font une réunion de crise et trouvent que, après le visionnage des premiers rushs, Eric Salt n'arrive pas à donner le côté marrant à Marty McFly, n'arrive pas à donner un côté comique. Ils en parlent donc à Steven Spielberg, qui se permet de prévenir Salt et de prévenir les studios. Mais les rushs de ces 4 semaines de tournage ne sont pas jetés, ils sont bien gardés au contraire, et certains de ces plans, vous voyez, dans la version finale de Retour vers le futur. Du coup, Steven Spielberg rappela Michael J. Fox, qui était toujours sur le plateau de tournage de Sacrée Famille, pour lui proposer de tourner. Sauf qu'en même temps, il voulait pas arrêter sa sitcom, donc il tourna après les horaires habituels de tournage de Sacrée Famille, qui étaient de 8h à 18h. Il tourna donc Retour vers le futur de 18h à 2h du matin, lui laissant que 3 à 4 heures pour dormir par nuit, le poussant très vite à l'épuisement. Christopher Lloyd a obtenu le rôle d'Emmett Brown à la suite de l'indisponibilité de John Lithgow qui était pris sur un autre film. Neil Compton, le producteur du film, lui proposa le rôle après avoir travaillé avec lui sur les aventures de Buckaroo Banzai. Mais Lloyd refusa directement le rôle. Mais pour revenir sur cette décision quelques temps plus tard, harcelé par sa femme qui trouvait un bon rôle de savant fou à travers le rôle d'Emmett Brown. Lloyd revena sur sa décision et joua dans le film. Pour créer son personnage, il s'inspira de Albert Einstein et du chef d'orchestre Leopold Sowowski. Mais plusieurs acteurs ont passé le casting pour jouer le rôle d'Emmett Brown. On pense notamment à Harold Ramis, Bill Murray, tiens ça me dit quelque chose, Chevy Chase, Jeff Goldblum, James Wood, Eddie Murphy, Bill Cosby et Robin Williams, Gene Hackman aussi. Crispin Glover joue le rôle de George McFly. D'ailleurs, Robert Zemeckis, le réalisateur du film, dit qu'il improvisait beaucoup de manières de George McFly, notamment les mains tremblantes et le fait qu'il soit pratiquement les 3/4 du temps à moitié vide. Jeffrey Wiseman le remplace dans le 2e et le 3e film, suite à un problème de contrat et surtout un problème de cachet entre Crispin Glover et la production. C'est pour ça que les scénaristes l'ont fait mourir au début du 2e film et qu'on le voit très peu dans le 2e et dans le 3e film. Ronald Reagan, qui fut président des États-Unis en 1985, fut très amusé de l'incrédulité de Doug Brown, qui ne pensait pas qu'un acteur de 1955 pouvait devenir président de la République. D'ailleurs, au moment de la projection, il arrêta plusieurs fois le projectionniste pour repasser la scène plusieurs fois. Et notamment, il cita Doug Brown de Retour vers le futur dans son discours de l'Union en 1986. Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Et vous savez que l'histoire du premier Retour vers le futur est basée sur un paradoxe, et en crée un aussi. Vous inquiétez pas, la voix va vous raconter. Lorsque Doc parle de paradoxe au cours de la trilogie, il fait allusion au paradoxe du grand-père et prétend que ce dernier peut entraîner la destruction de l'univers. Dès lors, il manœuvre habilement tout au long de la saga pour empêcher ce paradoxe de se produire. Il s'agit d'un paradoxe temporel qui peut être résumé comme suit. Qu'adviendra-t-il si un voyageur temporel allait dans le passé et si son action entraînait la mort de son grand-père ? Théoriquement, il ne peut plus exister. Mais s'il ne peut plus exister, comment a-t-il pu tuer son grand-père ? L'ouvrage le plus classique traitant de cette expérience de pensée, et peut-être le premier, est Le voyageur imprudent de René Barjavel. Alors que Doc avait mis en garde Marty, celui-ci bouleverse la vie de ses parents en se faisant renverser, à la place de son grand-père, George, par la voiture du père de sa mère, son grand-père donc, empêchant ainsi le début de leur idylle. Marty n'existe théoriquement plus dans sa temporalité car il n'est jamais né. Il va donc devoir, pendant tout le film, tenter de mettre en couple ses parents pour ainsi exister. Le film ne pousse pas la réflexion au bout, car il se veut ludique et aborde un autre propos, mais Marty, théoriquement, engendre un paradoxe du grand-père, puisqu'en ne faisant jamais se rencontrer ses parents, il n'existe pas et donc ne peut plus les empêcher de se rencontrer. Le matin du 12 novembre 1955, Doc et Marty débarquent pour récupérer l'almanach des sports. Doc demande à Marty d'attendre que le vieux Biff ait remis le livre au jeune Biff pour intervenir.
En effet, si le vieux Biff voit que son objectif n'est pas atteint, il ne ramènera pas à temps la DeLorean dans le futur. Or, c'est cet exemplaire de la DeLorean qui, en 2015, permet à Doc et Marty de retourner vers le passé, 1985, puis 1955. Si la DeLorean ne revient pas en 2015, les deux personnages sont bloqués dans le futur et ne peuvent pas se rendre en 1955. Dans un tel cas, aucun obstacle ne se dresse à la remise de l'almanach au jeune Biff. En attendant que le vieux Biff soit reparti dans le futur, Marty évite un terrible paradoxe. Le film est basé sur un deuxième paradoxe. Le paradoxe de l'écrivain est un paradoxe temporel qui décrit la situation suivante. Un écrivain s'expédie à lui-même, dans le passé, en utilisant une machine à remonter le temps, un exemplaire imprimé du livre qui l'a rendu célèbre. Dans le passé, il écrit son manuscrit en recopiant simplement l'exemplaire reçu. Dans le premier volet de la trilogie Retour vers le futur, Marty fait découvrir aux jeunes de 1955 un bon vieux rock. Bien rétro. qui n'est autre que la chanson Johnny B. Good de Chuck Berry. Pendant sa prestation, Marvin Berry téléphone à son cousin Chuck pour lui faire découvrir un son nouveau. Ainsi, Chuck Berry ne deviendra célèbre qu'en ayant repris la chanson et non en l'ayant composée lui-même. Ce qui a rendu ce film intemporel, c'est le fait qu'il est très ancré dans les années 80. Et il me touche beaucoup parce que j'ai grandi avec, et ça m'a permis d'évoluer dans ma vie d'adolescent. Chaque fois que j'ai un coup de mou, que j'ai un coup de blues, je regarde ce film Retour vers le futur, il me tient beaucoup à cœur. Le truc, c'est que je peux pas mettre les 3 films dans un seul épisode, parce que ça serait trop long, et j'ai tellement de trucs à dire, et je voulais pas couper certaines infos. Donc il y aura peut-être un autre épisode, enfin c'est sûr, il y aura un autre épisode sur Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Un petit peu plus tard. Si vous avez aimé, si vous voulez plus vous documenter sur l'esprit des fans de Retour vers le futur, surtout, j'aurai une vraie conclusion à la fin du 2e épisode, sur l'esprit des fans de Retour vers le futur, je vous conseille le très bon documentaire Out of Time de Steven Tederelli, qui est un gros fan de Retour vers le futur, qui lui raconte comment il a rénové une DeLorean. Comment il s'appelle Saving the DeLorean, une des DeLorean de film, il la rénove. Très bon film, et le très bon documentaire Back in Time, qui fête les 30 ans de Retour vers le futur, qui parle de la création de ce film-là jusqu'à la sortie en salle. Voilà, je vous conseille ces 2 bons documentaires si vous n'avez pas quoi faire dans votre longue soirée d'hiver. Je vous conseille ce documentaire-là. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt dans le futur pour Nom de Zeus. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça! Non, je dirais pas qu'il faut s'abonner, laisser un commentaire, liker et partager tant que je n'aurai pas une DeLorean privative. Quoi, ça tourne ?